action ça yo fait dans divers niveaux, Jean-Ministre sont expliqué là. Que nous avons parlé de Timaman Chéri, que nous avons parlé de Corée étudiant, que nous avons parlé de programme alphabétisation, cash transfert ou que nous avons parlé de Corée handicapé. Alors nous allons suivre une série de mini-documentaires, mini-vidéos de témoignages qui fait dans différents programmes et panélistes ou bien nous-mêmes nous avons gagné pour nous commenter si possible, si nous avons des commentaires sous vidéo ça. Première vidéo que nous allons suivre, c'est un témoignage en vidéo sous programme Corée étudiant. Corée étudiant, c'est un programme qui transfère l'argent Corée étudiant, c'est un programme qui transfère l'argent. Administration Martelly Lamotte l'a mis sous pied, jour qui était 17 octobre 2012. Le programme ça fait pour étudiants à l'Université de l'État d'Haïti et étudiants à l'Université publique qui est dans la province. Le programme Corée étudiant, c'est un programme qui est assez intéressant. C'est une initiative qui est très intéressante que le gouvernement a entamé pour aider les étudiants. Corée étudiant, c'est un programme initiative nationale et des peuples. Pendant l'année académique 2013-2014, Corée étudiant travaille pour faire plus d'étudiants qui peuvent bénéficier du programme dans tout le coin du pays. Et au niveau du département, à mon avis, mes valeurs effectives là, à peu près 1000 élèves qui bénéficient de Corée étudiant. Responsable Corée étudiant toujours vérifier si les gens qui peuvent bénéficier du programme c'est un étudiant à l'Université de l'État d'Haïti ou soit étudiant à l'Université publique qui est dans la province. Vous vérifiez tout si l'étudiant toujours suit cours dans la faculté liée, s'il a une carte d'identification nationale et s'il a un téléphone. Moi, je suis étudiant de la faculté de droit de Jacmel. Moi, je suis Jean-Paul Lisson. Je suis étudiant en agronomie à l'Université publique du Sud-Est. Mon université UPSEJ à Jacmel. Moi, j'ai 20 ans. J'ai étudié sciences infirmières à l'École nationale infirmière de Caille. Je suis étudiante en sciences infirmières à l'École nationale d'infirmières de Caille. Étudiants qui ne sont pas dans le programme, c'est étudiants qui manquent de conditions de société et puis qui ne travaillent pas bien dans la faculté, ou soit qui fait moins que 65 comme moyenne, qui ont plus passé 5 années dans la faculté, qui travaillent sous mémoire, ou soit qui gradent déjà, qui doublent, ou soit qui prennent sanction. Pendant 9 mois, le gouvernement a versé une subvention de 2000 gouttes chaque mois sous compte chaque étudiant qui est dans le programme. L'inscription étudiant qui est dans le programme a renouvelé automatiquement étudiant correct. Pour étudiants qui fait entrer dans le programme, ils doivent seulement passer dans des canaux faculté pour remplir le formulaire Corée étudiant. Alors qu'il est en pile étudiant à bénéficier du programme Corée étudiant. Sur le plan économique, son aide qui est assez intéressante pour les étudiants. Parce que vous savez qu'en Haïti, les étudiants ne travaillent pas, donc parfois ça a beaucoup de difficultés que vous venez, donc ça permet de coucher un peu pour vite. Donc c'est très intéressant, c'est très important. Au
connaît dans l'université toujours bien pris copie, en plus bagage pour faire, parce que ça va aider à pour capable faire des copies, capable avancer dans l'étude. Et que moi, le gouvernement m'a tenu la montre là pour un bon travail. Chaque étudiant 2000 gouttes chaque mois, ça aide nous à acheter livres, payer taxi, etc. Avec le programme là, il facilite un peu l'étudiant pour créer le livre, pour créer le matériel qu'ils ont besoin, pour qu'ils continuer pour eux, pour qu'ils suivent pour eux. Année ça, étudiants ont bien chance pour faire choix entre bénéficier de 2000 gouttes de subvention chaque mois ou bien acheter un laptop tout neuf à Coxa. Pour plus d'informations, relais pour les étudiants dans 28 11 08 88 ou bien visitez-nous sur www.fayes.gouv.ht, www.edpep.gouv.ht et puis suivez-nous sur Facebook et Twitter. Ça, c'est une présentation de programme co-étudiants qui, dans le milieu universitaire là, m'a dit nous, qui va relayer co-étudiants. Les relais, les FAES tombés. C'est comme ça que les étudiants relaient. Et laissez-moi vous dire, dans plusieurs témoignages que moi-même, de plusieurs étudiants, eh bien, le fait que le programme va évoluer dans pas longtemps, dans ça que nous apprenons, le programme c'est son carte que FAES va déposer comme là, il va permettre que les étudiants restent dans la salle de classe. Parce que les FAES tombés, pas de monde qui est dans la salle de classe. Je ne sais pas si pas des des commentaires sur la vidéo ou des membres de l'assistance s'ils ont des commentaires sur la vidéo qu'on vient de voir. S'il n'y a pas de commentaires, on a passé dans le prochain, c'est restaurant communautaire. Présentation de restaurant communautaire. Pour la économie, c'est comme toujours, je dis, pas même les jours. C'est proposé de parler là. Pas qu'arrêter là, à traîner là, chaque jour sans pas lever pied. Qui est monde qui peut prendre soin, ou même Mati Michel, et petit ça qui va venir. Tout ça, ça m'a dit Michel le lever. Moi, je dis, allez, faut m'aller. N'entends ça, tout c'est pas de seul garçon qui t'a occupé madame avec petite et qui t'est obligé de quitter ville la table pour la chercher un vini. Gagner l'autre, tant qu'on sait, seul souci c'était quichant pour bailler famille manger. Souci en pile monde gagné, c'est que l'argent touché à parfois pas permettre de supporter famille. Des monde qui sont obligé de dépenser 75 gouttes ou 60 gouttes pour un plat de manger chaud. Ils n'ont juste pas qu'à faire rien encore. Pas de corps pour l'autre bagaille. Mais journée aujourd'hui, bagaille commence à changer. Les gens commencent à voir clair. Restaurant communautaire a blaye dans tout le pays. Quand on a fait corps bout à 10 gouttes seulement, on a acheté un plat de manger chaud. Phénomène ça qui a passé dans tout le pays, c'est un phénomène tout neuf. Ils reconnaissent que ça gouvernement m'a télé la mode a fait, c'est arriver plus près, ça pas capable pour savoir un bourrade qui va permettre de gagner, pour s'arrêter assez comme non mais pour faire l'autre bagaille. Je dis c'est avec plaisir que nous mettons sur le communautaire ça, 76e à disposition. Il y a 245 restaurants communautaires qui blaillent dans tout le pays. La population a compris l'initiative du gouvernement qui a 8 emplois chaque fois un restaurant ouvert porte. Et dans le quartier que le restaurant est construit, c'est jusqu'à 500 personnes qui ont bénéficié d'un plat de manger chaud chaque jour pendant 20 jours dans le mois. Avec 6 pots, ça que le ministère a porté par la caillou, il a économisé 65 gouttes par jour qui fait un total de 1300 gouttes par mois sur 20 jours. Leur multiplié par 122 500 bénéficiaires, c'est 158 millions de gouttes de population défavorisée à économiser par mois.
Ça c'est comme yo capoter la caillou pour chaudière à Calimé. Oslin fait joindre un emploi, mais il peut commencer le travail. Il a l'école de réflexion qui Jean il prend le kembe dans l'autre des jours. Madame, bon, longtemps même, ça fait très bon femme. Bon, longtemps même, qu'activité même. Il ne pas mettre dans la tête qu'il y a un ami qu'elle parle longtemps, qu'elle vient porter le secours. Le gouvernement Matéli la mode là, avec le ministère Affaires sociales et Travail, a privé sur tout le monde qui a un moment difficile. C'est pour ça qu'ils mettent sur place restaurant communautaire qui pour faciliter les gens avec petits moyens joindre au soulagement. C'est une façon pour aider tout garçon et femme qui en face gros responsabilité de joindre un plat manger chaud chaque jour pour prendre soin petit. Parce que pas qu'à monter chaudière, pas douce. Dans tant qu'on y est, avec soutien ça, la bouffouine un restaurant communautaire dans la zone de Kaili. Côté manger à venir 10 gouttes seulement. Même là, elle pas de cabaye, madame Nicob, pour démonter chaudière. Les cas acheter manger pour toute famille. Espoir, travail tout près. Pour de restaurant communautaire avec 10 gouttes seulement, c'est la douce qui vient. Restaurant communautaire aider tout le monde qui pague 75 gouttes chaque jour pour mettre un bagage dans la vente. Restaurant communautaire ça pas un pile emploi indirect parce que dans bagage local yo acheté sorti sur réchaud passer pas manger que acheter dans mes associations producteurs locales tant que rac pada ou soit grison garde tout ça encore c'est opportunité pour moun ça fait cob tant que exemple compère Oslin tout le monde pague 75 gouttes chaque jour puis mettre un bagage dans vente il y a des gens qui pas le choix. Pour ça, il est obligé de passer comme ça, même là, il n'y a pas vraiment gagné. Le restaurant communautaire ça a fonctionné dans tout le pays, dans Grandance, dans NIP, dans SID, dans SIDES, dans l'Ouest. Vraiment, c'est parce que Matéli mettait une cantine populaire, parce qu'il y a 10 gouttes, on va la faire manger parce qu'elle est dans le centre, dans la Timonite, dans le nord, dans le nord-est, dans le nord-ouest. Restaurant communautaire, ça, c'est pas seulement un support économique, un communautaire, mais c'est un soutien fondamental dans toute communauté qui recevoir support ça. Il crée emploi et il bail un soulagement qui n'a jamais existé avant dans tout le pays. Oui, c'est présentation de restaurants communautaires. Pour ceux qui peut-être se demandent ou qui sont sceptiques encore de l'effet de ces restaurants communautaires, je vous invite à aller dans des quartiers précaires où ces restaurants existent. J'en ai fait l'expérience. Les gens vous disent que c'est phénoménal. Ils ne croient pas qu'ils peuvent manger avec aussi peu d'argent. Ils sont très, très contents, ils ont très apprécié ça. Allez voir à Delma 32, allez voir à Carrefour, dans ces quartiers-là où les gens peuvent manger avec seulement 10 gourdes en main. C'est extrêmement important et ça fait le changement. On peut le sentir dans ces quartiers. Prochain clip, prochaine vidéo qui montre l'effet de travail de lutte contre la pauvreté extrême, c'est les cash transferts que Fayez gagne la ministre. Qu'on est un pile gros pays dans le monde. C'est pas toute bagaille qui fait code jam en Haïti. Pays nous, t'es un petit problème, c'est vrai. Mais le tremblement de terre qui t'est passé 12 janvier 2010 là, gâté ça net. Il a qui plus fort population haïtienne dans mouver la vie avec phénomène relais insécurité alimentaire. C'est ça que fait administration Matéli la mode là, mettez un paquet de programmes sociaux sous pied pour aider la population à vivre dans plus bonnes conditions.
Dans tout programme social, ça y est, ce transfert l'argent seulement, il fait par la population. D'accord? Si maman chérie, qui c'est le premier programme transfert cash peuple à joindre dans mes gouvernements? D'après ça, responsable programme ça fait me connaître. Chaque mois, maman petit qui inscrit dans le programme si là, a besoin d'un petit qui choisit le gouvernement qui était pour eux. Rapide, vite. Comme ça, il y a va kembe avec la vie et puis il y a va gérer famille puis bien. Moi, dans le programme Timon Michelia, depuis 2012, je l'aime toucher comme là, m'acheter bagaille pour Timon, on acheter livre, parfois on acheter cahier et tout. Je l'aime pas, ça pour m'acheter, je vais manger. Moi, j'aime le programme là, parce que j'aime jouer comme là, il y a 2 mois. Non, c'est Frédéric Maricia. Moi, je suis dans une zone qui est dans l'OC. Et l'aime jeune Timonéa a aidé à payer l'école au premier petit garçon qui est dans le collège Saint-Miguel. Il a aidé à payer l'école. Et moi, c'est mon livre de la tortue. Et moi, dans le programme de maman chez le programme, moi, je mets en pile. Parce que nous avons un problème, mais nous ne pouvons pas faire rien pour Timonéo. Mais les programmes dans le Liban, mais ça me grave avec Kobla. Moi, pas de rien, moi, je fais un commerce avec Kobla pour que je grandisse, je vivre à l'école. Le gouvernement haïtien, pas de préjugés, dans aide la population. C'est ça que fait, notre tête collée avec le bureau secrétaire d'État pour intégration mon handicapé, Fonds assistance économique et sociale FAYES, a lancé le programme Corée Moun handicapé jour qui était 28 juin 2013 là. Corée Moun handicapé, c'est un programme transfert l'argent qui a pour supporter moun handicapé. Moi, je suis Casimir Servo. Moi, j'ai 24 ans. Moi, j'ai 2 ans de vie ici. Je suis capable de dire que c'est sous le premier président qui a vécu dans la guerre ensemble. Parce que je ne suis vivre chaque mois, je suis capable de recevoir un transfert. Un gros chapeau pour le président Matéli avec Laurent Lamotte, qui a fait un grand travail et qui pensait avec handicapé. Et bien quand même les beaucoup arrivé sur l'autre, bien quand arrivé sur quand même. Dans plus de monde qui pas d'espoir commencer sur moi-même. Là que moi transfert voyer sur téléphone, malgré me battre comme côté pour dar petit coupon, là me vinn comme côté mal petit coupon capable de son bénédiction des points. Moi les blancs Tony, j'ai 27 ans, en janvier. 22 ans depuis ma petite doué, pour payer, nous ne pas. Il va finir j'ai fait là, même pas d'espoir, pour la venir, pour la changer le pays, et puis l'autre bail, j'ai gagné pour faire, merci. Bonne diligence, bonne solidarité, qui c'est un programme l'État qui a débattu côté administration matérielle la mode là, faire transfert l'argent pour aider les gens qui a plus pas qu'à gérer des problèmes alimentaires. Bonne diligence, bonne solidarité, entrer dans le programme transfert cash là. Mission programme Bonne Diligence, Bonne Solidarité, c'est améliorer la qualité de la vie monde qui plus vulnérable. Bonsoir, je suis Claude Bertournier, je suis un technicien en informatique en mathématiques 107. Je suis un bénéficiaire du programme Bonne Solidarité. Oui, bon, le programme, ça c'est la deuxième fois de bénéficier. La dernière fois, il y a un mois d'avril là. Comme ça, nous recevons, ça permet d'acheter des matériels qui viennent d'Haïti avec profession. Moi, je souhaite que le programme ça continue parce que moi, je suis dans tout l'autre monde et je remercie le gouvernement pour continuer que le programme ça pour faire ici. Bonsoir, je suis Magdala, moi j'ai 29 ans, moi j'habite à de la mission, moi c'est une bénéficiaire de Bonne Solidarité. Le programme Bonne Solidarité a bon pour moi en paix parce que là, j'ai un problème, il y a des petits moyens, nous voyons l'école. Les demi en peu dans les mains pour le programme continuer. Corée étudiant, c'est un programme qui transfère l'argent. L'administration Martelly Lamotte l'a mis sous pied, jour qui était 17 octobre 2012. Le programme ça fait pour étudiants à l'Université de l'État d'Haïti et étudiants à l'Université publique qui est dans la province. Et que moi, le gouvernement Martelly Lamotte l'a fait un bon travail. Chaque étudiant 2000 gouttes chaque mois, ça aide nous à acheter livres, payer taxi, etc. Avec le programme là, il facilite pour l'étudiant pour créer le livre, pour créer le matériel qu'ils ont besoin, pour qu'ils continuer pour eux, pour qu'ils suivent pour eux. Un grand merci à tout le gouvernement Martelly Lamotte pour le programme pour les étudiants
étudier. Nous pensons que le programme ça, c'est un bon programme parce que l'aider en pile étudiants qui étaient dans la nécessité pour par exemple cartonner, pour faire payer. Je pense que le programme ça aide nous en pile. Ça c'est juin, ça c'est avril, mais ça c'est janvier. Mais où vous en serez? Ça c'est mars, mais oh là, ça c'est décembre, mais ça Programme national assistance sociale et du peuple là continue à faire un paquet d'interventions pour montrer qui gens administration Matéli la motte là a pas de 4 pour faire moun qui pine en mal cité yo joindre qui chose et puis pour croire que mauvais la vie dans tout pays. Et puis, pour nous finir, il y a une dernière vidéo, et moi-même, je suis capable de dire que c'est vidéo là que tout est parti, vidéo de programme ça, Ti Maman Chérie. Qui c'est une mention gros jour pour femmes haïtiennes et femmes qui très combatives, femmes qui travaillent dur pour l'éducation petite, femmes qui travaillent dur dans fait agriculture pour porter vendre dans la ville. Le gouvernement Matéli la motte une délégation accompagnée de FAES et des peuples pour venir faire une journée de réflexion avec les femmes sur qui gens pour continuer à goumer, sur qui gens gouvernement qui l'a sous place là à aider, accompagner dans la bataille. Dans la bataille contre la pauvreté, contre la misère dans le pays, dans la bataille contre l'analphabétisme dans le pays. Mesdames, comment nous y est? À la content qu'on a fait nous aujourd'hui. À la content qu'on a ouais nous. Comme courage, comme baisser les verres, comme cap planter, comme cap récolter, et puis comme cap transporter, produits agricoles nous récolter dans le marché, mesdames. C'est pas sans raison, non, c'est pas pour belle figure, nous, non, président Matéli avec Premier ministre Lamotte, avec tout gouvernement choisi, il faut que nous mettions dans le même moment. C'est pour courage, nous, c'est pour ça que nous faisons. C'est pas service que apprendre nous, c'est un devoir pour nous, parce que nous dit que c'est maman qui compte brasser, c'est femmes qui compte brasser, et nous pas voulons pour petites nous dans sa bande encore pour pas à l'école, nous dit que pour nous camper avec femmes, pour femmes capables de brasser plus, parce que mesdames, levez comme figure pays, levez comme figure femme, plaisir mesdames, levez comme figure pays, pas vrai? Moi-même en tant que maman, je me sens vraiment fière, je me sens vraiment contente, parce que moi, et gouvernement, président Michel Matéli, gouvernement Lamotte, il a pensé avec nous. Et je dis c'est un grand jour pour moi-même toujours, parce que nous, je dis c'est un jour spécial, c'est une journée mondiale pour femmes. Il représente un paquet de bagages pour nous, il marque une histoire dans l'esprit nous, que nous-mêmes femmes, que nous devons reconnaître qui ça nous est, que nous devons prendre responsabilité, nous plus toujours. La colline d'Aké, côté nous réunit plus de 400 mamans bénéficiaires dans le cadre du programme Ti Maman Chérie. Côté nous-mêmes, nous avons kit, nous organisons quelques activités, nous pouvons manger pour eux. C'est maman qui est contente en pile. Geste ça, c'est un geste qui sortit dans le cœur. C'est un bagage qui est très important pour nous-mêmes. Qui démontre nous que le président lui-même l'a pensé à nous. Que le président lui-même, il voulait faire un bagage pour nous-mêmes. Ti Maman Chérie a accompagné de façon à ce que
yo gagné de meilleures qualités, de meilleurs résultats dans sa éducation pour petit pour avenir demain, pour changement que le gouvernement prôné depuis que nous avons gouvernement ça sous pied. Nous avons 5 personnes qui l'école et puis l'argent vient aider à achever quelques bagages que moi-même capable pas de possibilité pour me tâcher parce que vous connaissez là où vivre en Haïti, bagages sont toujours très difficiles. Surtout là il y a plusieurs personnes, il y a des bagages où pas offrir tout le monde net, mais à cause de tout le monde chéri, on est capable de faire le maximum pour tout le monde. Nous pas dire la PD, la capable de faire tout ça, tout bagaille net, mais la capable de faire quand même un bagage qui doit soulier tout le monde doit chirer par un pas de possibilité pendant que tout le monde est en venir, les trois on acheter, vous tout le monde dans l'école, c'est très bon pour nous. C'est au jour le jour. Il y a dit madame, je ne peux pas jouer non. Il y a des gens qui jouent madame des fois, je ne peux pas jouer non. C'est comme ça plein. Ça veut dire ça intéresse eux, ils ont un mail et ils ont besoin de la nécessité, l'elle vient, l'utiliser en pile. C'est pour ça que nous la journée aujourd'hui pour nous accompagner maman dans la journée 8 mars là pour nous dire que bataille là n'est pas fini. Bataille là fait commencer avec petit maman chérie, nous allons plus loin avec toujours pour l'éducation petite. Et qui petit maman chérie a rencontré nous, nous sommes allés dans une réunion dans les bureaux de scolaire nous et puis après ça nous sommes venus nous sommes motivés maman et nous sommes réunis dans cette école là pendant toute une journée nous avons fait ça enregistré nous te voyons aller par au prince pour traiter pour rentrer sous base de données et puis te voyons non l'école ça au nous et puis vous voyez comme là-bas nous sur au prince et puis nous demandons directrice de l'école là pour venir dans l'école là je dis pour venir faire dispatching et puis nous-mêmes pour nous payer maman ça dans la colline jeudi. Nous avons un paiement de petit maman chérie qui fait sous le département sud là en général côté que nous avons petit cobio là et nous gagnons de nouvelles mères qui enregistrées dans le programme petit maman chérie. Gagne à pied pour aller à la colline pour aller pour aller changer. Ils ont tout déplacé et universitaire vient là pour échanger l'argent pour eux. Donc ça te fait nous un peu plaisir, nous comptons en pile et nous tournons retirer chapeau nous bien bas pour nous saluer le gouvernement matériel là. Continuez comme ça, pas décourager, toujours travailler pour nous parce que maman et tout a pensé pour eux, a pensé pour eux, toujours travailler pour nous comme ça. Nous dit gouvernement matériel là monte là pour le Kembe Femme, Kembe Diom, femme Okaï, femme Sud yo compter sur lui. L'éducation c'est clair pour en Haïti. Si maman chérie la pour aider maman qui vit pour bio. Mais si tu voulais l'école sur vos fiertés. Et voilà, c'était Petit Maman Chérie, que nous songeons lancement a été fait presque jour pour jour dans le mois de mai 2012, que le lancement programme ça a été fait dans Cité Soleil. Nous arrivons dans la fin première partie, lancement plan d'action pour capable réduire la pauvreté extrêmement. Équipe communication FAES là a cherché une vidéo, une dernière vidéo. Alors, est-ce que nous prêts? D'accord. Alors, il y a une dernière vidéo que l'équipe communication FAES a diffusée pour nous. C'est une phase programme, une partie le programme Aider Peuple. Vidéo ça, c'est action que le gouvernement a mené depuis que le programme Aider Peuple a existé pour capable venir en aide à paysans. Programme Corée Paysan que nous connaissons, qui gagne là-dedans plusieurs phases, il y a là-dedans plusieurs éléments pour porter semences par paysans, porter engrais par paysans, distribution de caprins à paysans et porter aide monétaire pour les paysans, programme ça. En attendant que le programme Corée Paysan diffusé, nous gagnons l'autre programme en dedans
plan ça tout, en dedans plan d'action pour capable réduire la pauvreté extrêmement, parce que question de la pauvreté, il n'est pas seulement question de l'argent, mais il est tout à long terme. À long terme, c'est une question d'éducation. Et le gouvernement a lancé une campagne pour alphabétiser plusieurs centaines de milliers de monde, plusieurs centaines de frères acteurs. C'est vidéo ça que nous allons lancer, ces vidéos sous le programme alphabétisation gouvernement. Alphabétisation, 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 alphabétisation. La formation ça fait un objectif pour aller ouvrir ça très bientôt dans le Cité Solaire, dans Bel Air, Port National. En plus, le monde qui a une formation, il sorti dans le quartier pour retrouver une passer 3 jours de formation et après 3 jours ça eux-mêmes il y a retourné dans le quartier dans la zone pour y aller au centre rapide pour capable permettre les gens qui ne pas écrit dans la zone apprendre à apprendre écrit dans l'intervalle 4 mois. Nous avons décidé de faire formation ça, c'est pour nous être capables de faire un programme d'alphabétisation plus j'arrête pour lui arriver tout côté dans le pays. Côté qu'il y a des gens qui ne pas écrit. Nous connaissons que l'objectif du gouvernement, c'est le travail pour plus de monde connaît, pour plus de monde écrit. Et nous connaissons l'importance que l'administration président Martelly avec le gouvernement la Baye à question éducation. La coopération cubaine est campée avec l'État haïtien, l'administration Martelly et le gouvernement la Montla dans la 6e campagne nationale d'alphabétisation. Pour 3 jours d'information, pour passer 200 moniteurs et facilitateurs alpha dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, nous avons 2 coopérants cubains qui viennent porter supervision à formateurs, secrétaire d'État alphabétisation. Nous disons bravo pour eux parce que c'est une coopération horizontale. Cubains viennent quitter la caillou, puis viennent participer avec nous pour faire respecter droit nous, droit pour nous apprendre, droit pour nous connaître, droit pour nous lever dignité nous en face problème pauvreté extrême, en face fait noir. C'est peut-être ça nous disons battons gros bravo pour Cubain qui est avec nous journée jeudi. Nous sommes conscients, en dedans pays ça, journée jeudi en 2014, il y a trop de monde qui ne connaît pas avec pas écrit. Et qui ça veut dire, nous avons tout le monde qui ne connaît pas avec pas écrit, c'est violation droit monde. Ça dérange dignité monde. Combien de nous qu'on a regardé, les malheureux besoin de signer, ils sentent honte pour nous son croix, pour le faire, ils ne pas vrai pour nous que son croix l'a fait. Moi, c'est chaque grain nous là qui décide de côté coller dans la campagne nationale d'alphabétisation. Son bataille n'a mené pour justice sociale. Son bataille n'a mené pour respect droit monde. Son bataille n'a mené pour changer ce qu'on figure pays ça. On peut indiquer le fait que le gouvernement a fait une initiative ça. Pour le mettre dans une zone qui est plus vulnérable au mouvement pareil, parce qu'il y a un peu de monde qui vraiment qui est en dehors de la société, c'est le fait que nous ne pas familier avec lui. Mais ça, son travail, nous pensons que c'est intégrer dans la société. On a fait ça pour le travail de réintégration. C'est l'exercice qu'on fait aujourd'hui. Son exercice pour respect du droit, tout le monde sait que nous défoulé en papier. Son exercice nous-mêmes, qui te joué une opportunité, qui te joué un privilège pour nous apprendre avec écrit, pour nous dire que nous pouvons remettre tout ça nous te prend, nous pouvons remettre avec tout frère action qui a subi injustice sociale. Parce que par contre, il y a écrit à une injustice sociale liée. Et c'est devoir l'État pour respecter le droit. La formation, elle a fait sur 2 méthodes. Elle a fait sur la méthode présentielle. Et dans la méthode présentielle, là, côté, nous gagnons un livre qui est à apprendre. Et le livre, ça, il va permettre de montrer mon livre qui écrit dans la classe présentielle. Et dans même 3 jours à tout, nous voyons le travail sur notre méthode, les méthodes, oui, moi capable, côté son méthode audiovisuelle. Et toutes les méthodes, ça, on a fait en sorte que pendant 3 jours de formation, on est capable, ouais.
Alors, ça m'a pas rajouté tout. C'est pas une formation générale, c'est une formation application. Ça veut dire, nous utilisons ensemble de l'adresse, ensemble de techniques qui pour faciliter le monde, pressé pour y être capable de transmettre connaissance, de ramasser pendant 3 jours, dans le centre qui va l'ouvrir dans la zone, pour montrer au monde qui va connaître à écrire et lui et écrire dans un petit temps. Une fois que le moniteur mettait en pratique ça au terrain, et puis sur le terrain, il va le mettre en application, et participants vraiment dans la période de temps, vraiment accueillir ça pour l'accueillir. Nous-mêmes, nous ne pas plaguer tout au long de cet apprentissage-là, nous avons toujours passé pour nous superviser, pour nous contrôler. Et s'il le faut même, là nous venons dans le centre, si nous avons des problèmes, nous sommes capables d'organiser une formation de recyclage pour nous toujours mettre la compte. Donc, puis, bon la caméra qui est analphabète et puis qui besoin ça. Puisque l'information, tout moi-même pour apprendre, pour qui va faire et formation ça. À 80%, nous avons dit c'est des gens qui parlent, qui ont certains niveaux, qui ont certaines compétences, qui sont capables tout de jouer le rôle moniteur, facilitateur dans la bonne formation. Le programme là, ce programme qui est étendu sur tout le territoire géographique pays, parce que ce programme est capable de résultat et capable de permettre que l'intégration sociale d'après, en plus de nous sortir dans la vulnérabilité, intellectuelle, qui est dans le pays, nous-mêmes jeunes de tête, qui fait que nous ne pouvons pas lire ou analphabète. Éliminer définitivement ou diminuer les territoires à très bas, ça fait tout dans l'alphabétisme. Une nation pour participer dans la fondation sociale pays, nous, c'est écraser le problème de l'alphabétisme. Il y a trop de monde qui ne connaissent pas écrit dans le pays. Et tant que nous ne lit à qu'on écrit, j'ai la l'ouvrir, la comprendre plus causée. Ils ne sont pas capables de mentir encore. Ils ne sont pas capables d'essayer l'eau encore. Parce que dans pile monde qui t'a aimé peuple arrêter tête baissée, et bien lorsqu'on y a avec écrit, ça veut dire que vous sentez que vous sont l'autre monde. Alphabétisation, c'est devoir l'État que lié, mais il doit engagement chaque citoyen. Dans ce sens, ça, moi profite de féliciter nous pour présence nous, parce que présence nous témoigne de engagement nous pour développement pays, pour bien-être tout petit pays. Monde qui pas comme écrit pour nous élever dans un nouvel état d'être. Parce que l'un des films qu'on écrit, la capable de vivre plus bien dans une société qui est plus juste, dans une société qui est développée. À nous faire soleil, alphabétisation, bébé, dans tout haïtien. Et voilà. Toute vidéo ça que nous avons là, c'est témoignage de action que le gouvernement a fait, et commencé à faire déjà pour lutter contre la pauvreté extrême. Et vidéo ça tout, ils ont montré que le programme ça c'est eux-mêmes qui pourraient constituer socle, plan d'action pour capable réduire la pauvreté extrême. C'est vidéo ça qui mettait fin à la première partie de journée de travail ça. Nous allons inviter nous pour nous passer dans le lunch tout à l'heure. Nous avons dit que dans la deuxième partie, eh bien, d'entrée de jeu, nous avons gagné un PES qui va présenter situation, résultats obtenus sur le terrain. Ça veut dire, programme des peuples là, qui déjà commencé, on PES va présenter carte pauvreté extrême, statistiques et qui est fait et des peuples gagnés sous population qui vivent dans l'extrême pauvreté. Et puis, panel là, avec différents ministères que nous sommes tout à l'heure, le ministre Rosanne a présenté 19 projets qui en dedans plan spécial là. Eh bien, il y a le ministère des Affaires sociales, il y a FAYES, il y a le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé publique, et puis bureau ministère énergie qui pourra présenter eh bien plan d'action, qui pourra présenter projet que vous gagnez, qui lui-même tout projet ça vous va le mettre ensemble et vous va le faire partie de plan d'action ça pour capable réduire la pauvreté extrême. Et puis dans la dernière partie vous va gagner pour interagir avec le panel là qui va venir là, qui a commencé à partir de 2h15 exactement. Et puis pas oublier, eh bien comme a été faite l'annonce par le Premier ministre, on attend incessamment l'arrivée du président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly. Nous avons demandé protocole, est-ce que
lunch là, il paraît. Allez manger à la mais manger à la N'est-ce pas? Oh, moi j'ai quelque chose. Après, je vais oh, j'espère qu'elle est bonne. Une nouvelle pour elle, ça déjà bonne nouvelle. Je suis. Ça c'est une bonne nouvelle. Non, on va pas déjà la faire pour condition. 15 minutes. 15 minutes. Naturellement important. Naturellement. Question tout d'abord à passer à table. C'est maman les malades, les qu'on si bouillon les m'a fait vagabond, les qu'on fait moins raison, les qu'on va me conseiller à l'école, pas prendre drogue, ou pas faire bagaille drogue, ni les paroles, les qu'on va me conseiller à l'école, pas prendre drogue, ou pas faire bagaille drogue, ni les paroles, maman c'est, quoi qui pas fait la pluie, qui va dans factory, on va dans la vie, maman chérie, vous savez, comme qu'à passer la vie. Papa travaille dit, va nous la vie. Chérie, c'est femme qui passe la pluie. Tu vas dans la factory, va nous la vie.
chérie, c'est comme t'as passé la vie. Papa travaille ici pour nous donner la vie. Maman chérie, c'est oh, maman chérie, c'est maman chérie, c'est oh, maman chérie, c'est maman chérie, c'est oh, maman chérie, c'est. On rêve tout Haïti, t'as bébé. Dans l'autre Haïti, ça santé. Nous t'as aimé, ouais, qu'on fait pédiquer. Facile pour adapter. Ouais, tout parent, révisionné. Pour l'État, qu'on responsabilité. Éducation, la santé, la volonté. Sous tout terre, c'est ça qui privé. Sauver en nation, pour nous sauver en fierté. L'entête l'État, depuis que le président Martin est arrivé, l'entête pays, il y a un pile de travail qui fait pour capable attaquer le problème. Maintenant, le travail, c'est qui est fait, qui quantité de travail qui fait, c'est surtout ça qui va discuter tout à l'heure dans le prochain panel là. Dans le prochain panel là, on a gagné Mme Shirley Augustin de OMPES, que nous avons demandé pour prendre place sous panel là, s'il vous plaît. Nous avons gagné tout pour le ministère des Affaires sociales et du Travail, Mme Kalinda Magloire. Kalinda Magloire, que nous avons demandé pour prendre place sous panel là tout. Au ministre Nesmi Maniga de prendre place sur le panel, s'il vous plaît. Alors, je vais reprendre. Sur le panel pour la présentation de l'OMPES, c'est Shirley Augustin. Présentation du ministère des Affaires sociales et du Travail, M. Ricardi. Nous demandons aussi au docteur Saint-Albin, le directeur général de l'OFATMA, de prendre place sur le panel aussi. Nous demandons au ministre Nesmi Maniga, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, de prendre place sur le panel. Pour le ministère de la Santé publique et de la population, sur le panel, nous avons le docteur Reynold Grandpierre, qui va nous parler de la planification familiale. Le docteur Reynold Grandpierre. Docteur Grandpierre. Nous avons aussi le docteur François Donald, qui va nous parler de la lutte contre le choléra. Pour le bureau du ministère de la Sécurité énergétique, nous avons le ministre René Jean Jumeau, qui va nous parler, oui. Le ministre Jean Jumeau qui nous parlera de l'énergie, comment est-ce que la situation énergétique peut nous aider dans la lutte contre la pauvreté extrême. Quelle est la place de l'énergie dans ce plan de réduction de la pauvreté extrême? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, pour nous connaître statistiques, pour nous connaître côté nouillé, pour nous connaître état, situation, famille, nous, frères, nous qui vivent dans la pauvreté extrême, pour nous connaître tout et fait que toute action gouvernementale yo fait déjà la bataille ça, on a parlé de aider peuple, tout ça qui est en dedans aider peuple, pour nous connaître ça, eh bien c'est OMPES qui lui-même qui c'est observatoire national là, qui pourra parler nous de ça avec Madame Shirley Augustin. Madame Augustin.
Donc, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la mairesse de Pétionville, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres de la communauté internationale, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Pour aller vers l'élaboration du plan d'action de la réduction de la pauvreté, il a fallu avoir de nouvelles données en matière de pauvreté. Le seul référent que nous avions depuis 2001 ne reflétait aucunement la réalité actuelle du pays, compte tenu du fait que divers changements sociodémographiques ont eu lieu, surtout après le tremblement de terre. C'est donc dans cette optique que je vais vous présenter aujourd'hui les nouveaux seuils et taux de pauvreté pour Haïti, définis à partir de l'ECVMAS. Pour ceux qui ne le savent pas, le CVMAS, c'est l'enquête sur les conditions de vie des ménages après le séisme. Cette enquête d'envergure nationale a été réalisée par l'IHSI en 2012 avec l'appui de la Banque mondiale. Les données collectées sur les conditions de vie des ménages, consommation, dépenses, revenus, bien-être, ont permis d'établir une nouvelle ligne de base du taux de pauvreté pour Haïti selon l'approche consommation des ménages. Donc, on pourrait dire un momentum pour Haïti, parce que c'est la première fois que nous disposons de données au niveau bien-être de la population haïtienne depuis plus de 10 ans. Pour la première fois également, le gouvernement d'Haïti a mis en place un processus de définition d'une méthodologie nationale sur la mesure de pauvreté, avec un comité technique interinstitutionnel dirigé par l'ONPES et l'IHSI, la CNSA, le FAES et le MPCE via le DPES. La méthodologie utilisée par Haïti pour mesurer la pauvreté rencontre les meilleures pratiques internationales. La grande question aujourd'hui... C'est changé? Next. La grande question aujourd'hui, qui est pauvre en Haïti? Au niveau de la pauvreté, on considère que les gens vivant avec 84 gourdes par personne et par jour, c'est-à-dire 2 $ américains, est pauvre. Au niveau de la pauvreté extrême, si l'on vit avec 42 gourdes par personne et par jour, c'est-à-dire 1 $ américain, nous sommes dans l'extrême pauvreté. Et là, on ne parle pas de la situation de la classe moyenne, on parle vraiment de la pauvreté en Haïti. Donc, comme je le disais, la consommation est l'un des meilleurs indicateurs de bien-être qui puisse exister, parce que le revenu est mesuré avec erreur et sous-estime le bien-être. En 2001, la méthodologie était basée sur le revenu. Et maintenant, avec la nouvelle méthodologie sur le taux de pauvreté, c'est basé sur la consommation. Donc, les chiffres sont probants. La pauvreté reste quand même élevée en Haïti. Au niveau national, nous avons un taux de pauvreté de 58,7%, tandis qu'au niveau de la pauvreté extrême, nous avons un taux de 23,9%. Ça, c'est au niveau national. Maintenant, si on compare entre le urbain et le rural, nous avons au niveau urbain un taux de pauvreté de 40,8, tandis que nous avons un taux de pauvreté de 8,8, un taux de pauvreté extrême, pardon, de 8,8%. Au niveau rural, le taux de pauvreté est de 75,2%, tandis que le taux de pauvreté extrême est de 37,7%. Donc, comme on le voit très bien, la pauvreté demeure élevée, surtout en milieu rural. Next. Donc, comme on le disait, la pauvreté, selon les départements, c'est très clair. Au niveau des départements du Nord et du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, nous rencontrons les taux de pauvreté les plus élevés. Et c'est d'ailleurs
à partir de ces chiffres que nous avons pu déterminer aussi les communes d'intervention dans le parc. Donc, ce n'est pas étonnant puisque ces départements sont les plus enclavés et aussi, comme je disais, les plus pauvres. Le CVMAS a pu également donner beaucoup d'autres aspects, d'autres indications, telles que l'évolution des conditions de vie depuis 2001. Au niveau national, ce tableau montre l'accès aux services de base. Au niveau urbain, bon, de base, c'est un S, au niveau urbain et au niveau rural. Donc, de 2001 à 2012, on a pu constater à travers le CVMAS, entre autres, que les enfants qui vont à l'école, le pourcentage d'enfants qui vont à l'école est passé de 81 à 91. Les chefs de ménage sont plus scolarisés, l'accès à l'eau courante également, l'accès aux toilettes modernes, etc. Donc, l'accès aux services de base, de manière générale, a évolué de 2001 à 2012. Et c'est une indication qu'a pu nous donner le CVMAS. N'empêche qu'il reste encore beaucoup de défis à relever. Next. N'empêche qu'il reste encore beaucoup de défis à relever et nous allons les voir maintenant. Donc, au niveau de la vulnérabilité à la pauvreté est extrêmement élevée. Parce que si l'on considère nos données, en fait, 1 million d'Haïtiens pourraient tomber dans la pauvreté suite à un choc. Et tandis que 2 millions d'Haïtiens pourraient tomber dans la pauvreté extrême suite à un choc. Et les chocs, vous savez, sont divers en Haïti, que ce soit au niveau des cataclysmes, que ce soit au niveau des chocs socio-politiques. Donc, les chocs sont divers pour un pays comme le nôtre. Donc, suite à un choc, beaucoup d'Haïtiens pourraient tomber dans la pauvreté et la pauvreté extrême. Next, au niveau des inégalités, le CVMAS a pu nous démontrer que les inégalités ont augmenté depuis 2001. Comme le montre le graphique, les inégalités sont plus probantes en milieu rural, c'est-à-dire qu'en 2001, on avait un taux de 0,50, tandis qu'en 2012, nous avons un taux de 0,63%. Et au niveau national, nous sommes passés de 0,61 à 0,66. Donc, pour dire que 1% de la population le plus riche détient presque 40 fois la richesse du 10% le plus pauvre. Donc, les inégalités sont en nette progression. Donc, ça, c'est un défi quand même important. L'économie également doit croître et générer plus d'emplois de meilleure qualité. Le CVMAS a démontré que le taux de chômage est élevé en Haïti avec un taux de 31,2%. Donc, c'est dire que même les gens qui travaillent au niveau du secteur agricole, par exemple, avec 70% de travailleurs, le travail ne suffit plus pour se soustraire à la pauvreté. Donc, l'économie devrait croître et générer plus d'emplois de meilleure qualité. Next. La consommation est alimentée par les flux externes. Ici, on s'est posé la question et le CVMAS l'a très clairement démontré. La part des transferts de manière générale dans le pays et l'aide publique au développement sont deux facteurs importants qui ont réellement contribué à la consommation des ménages en Haïti. Donc, si vous voyez le graphique ici, au niveau de l'APD, on a quand même eu un pic en 2001 qui est quand même en régression. Mais en 2001, avec l'aide publique au développement, il y a eu les ménages ont eu certainement un meilleur accès à la consommation, ils ont une meilleure consommation. Tandis qu'au niveau des transferts privés par tête, c'est également en nette progression. Donc ces deux facteurs
ont contribué grandement dans la consommation des ménages haïtiens. Next. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la population vulnérable deviendrait... En fait, il y a 1 à 2 millions d'Haïtiens qui pourraient passer d'une situation à la pauvreté ou la pauvreté extrême. Au niveau du quintile numéro 4, c'est cette situation, cette tranche de la population, je pourrais vous dire, qui est le plus vulnérable. Pourquoi? Parce que c'est cette population qui comment je pourrais vous dire, qui détient, qui reçoit le plus de transferts. Les plus pauvres, on l'a vu à travers le CVMAS, ne sont pas ceux qui reçoivent le plus de transferts des migrants étrangers. C'est au niveau du quantile numéro 4, c'est cette population qui reçoit le plus de transferts. Donc, si cette population ne recevrait plus de transferts, donc cette population risquerait de passer dans l'état de pauvreté. Donc, cette tranche de la population est extrêmement vulnérable également, si ce n'était les transferts. Next. Donc, conclusion. Le CVMAS démontre que certainement il y a une diminution très modérée de la pauvreté depuis 2000 et 2001, mais cette diminution reste quand même très fragile et due à la faible croissance, à la diminution certainement des flux externes et du fait qu'on dépend beaucoup des transferts étrangers. Beaucoup d'Haïtiens dépendent des transferts étrangers pour vivre. Donc les défis, comme c'est mentionné ici, sont énormes. C'est vraiment d'aller vers une promotion de la croissance et de l'emploi, réduire également la vulnérabilité face au choc, l'accès à l'éducation, parce qu'en Haïti, on est l'un des pays où le ménage dépense énormément beaucoup au niveau de l'éducation, malgré le fait que certaines écoles, on les dit gratuites, mais vraiment le ménage haïtien dépense une part de son revenu va à l'éducation. Next, s'il vous plaît. L'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, et ça c'est surtout en milieu rural, parce qu'on a vu que la pauvreté elle est plus grande en milieu rural qu'en milieu urbain, donc un meilleur accès aux services sociaux de base en milieu rural, et bien sûr la réduction des inégalités. Donc ça c'est tout. Next. Donc en fait pour finir ma présentation, dans le cadre du PAOP, les nouveaux taux de pauvreté, en fait, c'est vraiment un premier pas dans le cadre du suivi de la pauvreté en Haïti. ONPES et ses partenaires travaillent à l'élaboration de d'autres outils tels que la nouvelle carte de pauvreté qui pourront certainement aider à mettre en place un cadre de suivi efficace de la pauvreté. Je finirai mes propos en disant que nous ne pouvons pas faire fi des statistiques dans le domaine de suivi, évaluation du PAOP. Les statistiques, c'est la base. C'est pourquoi j'exhorte le gouvernement et le ministère des Finances en particulier à accompagner l'IHSI dans l'implémentation de la stratégie nationale de développement statistique. Nous sommes d'accord qu'il y a cacophonie dans les données, mais le CVMAS vient mettre un peu d'ordre, parce que désormais, sur la pauvreté, il n'y a qu'une seule référence, et je viens de vous le montrer. Il est donc important d'aller vers une meilleure coordination statistique afin d'avoir un suivi efficace et du PAOP. Merci. Merci Madame Augustin. Pour combattre la pauvreté extrême et définir les limites pour son éradication, il y a un travail générationnel qui doit être fait et ce travail passe absolument par l'éducation. Donc l'éducation, c'est un élément essentiel dans le plan de lutte contre la pauvreté extrême. C'est le ministre de l'Éducation, M. Nesmi Maniga,
qui pourra dire nous quel est l'apport de l'éducation dans ce plan d'action de réduction de la pauvreté extrême en Haïti. Monsieur Maniga. Je dis bonsoir à tous, à toutes et à tous. Je suis très heureux de participer à cette activité. Et ce matin, j'ai pu assister à tous les témoignages qui ont été faits avec beaucoup de passion, comme disait le Premier ministre, et précisément la grande porteuse de ce dossier, et ma collègue Rosanne Auguste. Je pense que c'est tout un aboutissement. Je salue la qualité des travaux. Et c'est tout un aboutissement aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas aborder effectivement toute politique publique qui traite de la réduction des inégalités, de la lutte pour que ce pays arrive à plus d'inclusion, plus d'accès à différents services sociaux de base, sans effectivement privilégier l'éducation. Je pense que le gouvernement ne s'est pas trompé en faisant de l'éducation un de ses axes principaux, parce que, à la grande différence ou en complémentarité avec d'autres éléments de politique publique qui adressent cette problématique, l'éducation est en amont. L'éducation constitue le principal facteur qui permet déjà à une société en amont de répartir les opportunités, d'être en amont sur le processus de redistribution de la valeur ajoutée qui aura été créée. Alors, la réponse aujourd'hui que le gouvernement propose en matière éducative par rapport à cette stratégie de réduction de la pauvreté extrême au niveau éducatif est commence déjà par, au-delà de ce programme qui aborde l'accès, parce que vous connaissez bien la problématique de toute cette génération aujourd'hui qui sont en dehors d'âge scolaire, qui sont en dehors des salles de classe, et qui font que, malgré les grands efforts récents faits, qu'on ne pourra pas en 2015 être au rendez-vous des pays qui vont arriver à honorer les engagements qu'ils ont pris en termes d'atteinte des objectifs du millénaire par rapport à l'éducation. Et on connaît tous les freins qui non seulement limitent l'accès, mais constituent des handicaps pour le parcours scolaire. Et c'est pourquoi on a des taux d'achèvement extrêmement faibles en Haïti. On sait qu'aujourd'hui, sur une cohorte qui entre en salle de classe, après 5-6 ans, il n'y a que 33% de cette cohorte qui reste groupée. C'est pourquoi on a plus de millions de surâgés, parce que les élèves décrochent, où il y a un phénomène de redoublement extrêmement important. Donc, une des réponses qui a été donnée par rapport à ça passe par la nutrition scolaire. Et là, vous avez les statistiques qui montrent quand même tout l'effort qui est fait. Ce programme qui couvre plus de 3000 écoles, aujourd'hui, à date, permet à 1 million d'enfants d'avoir accès à ce repas chaud. Je pense que c'est un programme qui mérite d'être renforcé, compte tenu du fait de la population qui reste encore à être couverte par ce programme. Ce programme qui a trouvé des financements de différents types de bailleurs, et à travers le programme national de cantine scolaire, à travers différents guichets, donc la Banque mondiale, l'AFD, le projet Anocondal. Ce projet, cette année, devrait pouvoir se renforcer. On est en négociation non seulement avec d'autres bailleurs, pour pouvoir remplacer certains qui aujourd'hui ont préféré mettre l'accent sur d'autres types d'interventions. Et je vous donne la garantie qu'actuellement, je suis en discussion avec ma collègue du ministère des Finances pour voir comment le Trésor public va pouvoir suppléer au retrait de certains bailleurs, parce que la cantine scolaire reste un facteur important pour garder les enfants motivés et les garder en salle de classe. L'autre composante est bien sûr ce programme aujourd'hui iconique, connu en termes de scolarisation universelle gratuite et obligatoire,
qui, au fait, a quand même deux volets qui sont complémentaires. Je pourrais les dissocier. Un volet qui est plutôt le PSU, qui s'adresse essentiellement à la première scolarisation d'enfants d'âge scolaire qui arrivent et qui doivent avoir accès à l'école. Et l'autre composante, je dirais, GO, qui constate déjà qu'il y a une demande sociale en salle de classe, des enfants qui sont en salle de classe déjà, que le gouvernement, par le biais de cette intervention, a rendu gratuite l'accès qu'ils avaient déjà en salle de classe. Donc, ceci concerne l'élimination des frais scolaires dans les écoles publiques. Donc, c'est des enfants qui étaient déjà à l'école et que le programme s'adresse à eux. Ça permet de les garder en salle de classe, de les garder en situation d'apprentissage. Donc, c'est une subvention de 250 gouttes qui est par élève qui est donnée à chaque directeur d'établissement public. La deuxième composante, c'est la création de nouvelles écoles. Et bien sûr, on sait très bien que la problématique de la formation des maîtres doit être adressée dans sa plus grande acuité. Les statistiques aujourd'hui disponibles au sein du ministère veulent que le pays a un défi qui consiste à former 85% de ses maîtres qui n'ont pas toutes les compétences requises aujourd'hui pour être en salle de classe. C'est un vrai challenge. Donc, tout programme de massification de l'accès ne peut pas ne pas aborder cette problématique. Et vous savez très bien, puisqu'on a voulu aller très vite, donc pour cette tranche d'âge 6, 7, 8, 9, 10, 12, ça a été un programme spécial, accéléré, qui a adressé ces cohortes de manière particulière. Et d'ailleurs, on arrive cette année, ces enfants vont arriver cette année à leur première année d'examen. Et bien sûr, il y a le pendant qui est un matériel, un maître spécialement formé pour ce programme accéléré, pour ces cohortes. Et évidemment, celui qui est plus connu, c'est les $90 américains par tête de subvention qui est accordée aux écoles non publiques, confessionnelles, communautaires, ainsi de suite. Alors, vous connaissez un peu le mécanisme, c'est des prélèvements de $1,50 des transferts de fonds internationaux sur Haïti, entrant et sortant, et des frais de $0,50 sur les appels internationaux entrants. Donc, vous pouvez voir sur le tableau un peu l'évolution à la fois des écoles et des effectifs et des montants qui ont été versés. Ce sont des données qui sont disponibles, que vous pouvez avoir sur le site et sur différents dossiers que nous avons déjà distribués, donc qui retracent un peu les efforts qui ont été faits. La répartition géographique, vous savez que ce programme a démarré de plein pied dans 2 départements qui ont été choisis. Donc c'est normal déjà que la répartition de la population justifie que l'Ouest représente la plus grande part, c'est logique. L'Artibonite, ce sont les 2 premiers départements pilotes qui ont été choisis pour démarrer ce projet, et ensuite viennent la répartition dans les autres départements. Ça suit à peu près la répartition géographique, démographique de la population. Donc, pour la composante construction, parce que de toute façon, même si ce programme a utilisé les salles de classe et les bancs existants, il faut continuer quand même à regarder la possibilité d'amplifier les infrastructures et les équipements scolaires. Donc vous voyez là déjà ce qui a été identifié, environ 303 nouvelles écoles pendant cette période 2013-2014 qui vont compléter le parc public déjà disponible. Je pense que ce qui est important aussi de noter à travers ce projet en particulier qui vise à renforcer le capital humain, c'est le grand défi de rendre plus transparent, plus fiable les données dont nous disposons aujourd'hui. Il y a un grand effort qui est fait actuellement pour finaliser une base de données qui va contenir des informations sur tous les établissements scolaires, un fichier de tous les élèves d'âge scolaire en Haïti, donc c'est un peu la carte scolaire finalisée, ce qui va permettre d'être en meilleure situation pour suivre le parcours scolaire par élève, et ainsi arriver véritablement à faire une gestion rationnelle des fonds du PSUGO. Et avec l'impact qui sera bien sûr rendre plus accessible l'éducation de qualité, parce qu'on aura des maîtres formés en synchronisation avec l'accès des enfants qui sont en salle de classe, et surtout dans les milieux défavorisés. Donc voilà, ça c'est un peu pour vous donner une idée
du dispositif et de la plateforme technologique qui est en train d'être construite aujourd'hui en support à cette carte scolaire géoréférencée. Donc ça va être la géolocalisation des écoles, donc coordonnée bien sûr par le système GPS, pour avoir une cartographie des écoles. Du PSUGO, je le dis bien tout de suite, dans un premier temps, parce que ce dispositif et cette plateforme technologique est censé appeler à évoluer pour qu'on arrive à couvrir l'ensemble des écoles à travers le pays, qu'elles soient dans le parc public ou dans le parc privé. Donc ça va être une identification visuelle des établissements, des directeurs et des professeurs d'école. Donc c'est un projet pilote sur le PSUGO. C'est une question de rationalisation, de gestion interne d'un programme. Et je le redis, à terme, cela doit être étendu à l'ensemble de l'effectif scolaire au niveau du pays. Mise à jour des coordonnées des directeurs et des professeurs, donc téléphone, compte en banque, la carte d'identité nationale, à travers les tablettes. Et voilà un peu ce à quoi va ressembler à la fin cette cartographie, donc ce mapping. Vous allez avoir l'école, donc la localisation de l'école, avec toutes les identifiants, les critères qui permettent de savoir sa localisation, et la qualification du directeur, le nombre d'enseignants, si les enseignants sont formés au niveau disciplinaire ou des connaissances générales. Donc on a un ensemble d'informations qui permettent d'apprécier la capacité de l'école et de s'assurer quand le ministère arrivera bien sûr à doter le système d'enseignants avec des permis d'enseignants. Je crois que c'est une des grosses commandes que vous allez entendre parler dans les prochains jours. C'est cette notion de permis d'enseigner. C'est très important. Donc ceci va nous permettre d'être en mesure d'avoir accès à ce genre d'informations. Donc voilà, vous aurez chaque école, sa répartition, la photo de sa directrice, un peu une idée de son infrastructure, de ses équipements, le profil de ses élèves et des informations au-delà des statistiques quantitatives factuelles, des statistiques scolaires sur les taux d'achèvement, sur les résultats d'une cohorte, de façon à pouvoir prendre des décisions à la fin de l'année. Le plus grand défi du ministère aujourd'hui n'est pas d'avoir de l'information, mais c'est une information utile pour la prise de décision au moment où on a besoin de prendre des décisions. Au niveau aujourd'hui, je peux vous dire quelques mois avant la rentrée scolaire, ça va être très difficile d'avoir des informations précises sur les progressions, sur les correctifs pédagogiques à apporter, parce que ces informations ne sont pas synchronisées et ne sont pas utiles en temps réel pour la prise de décision. Donc voilà, un peu une carte à ce que ça va ressembler. Alors c'est très orienté PSUGO, parce que je vous présente le PSUGO aujourd'hui, mais ceci a vocation à s'étendre un peu. Donc identification des tuteurs-professeurs, photo de l'élève, émission pour chaque élève d'une carte d'identité scolaire avec son code permanent, la création d'identifiants uniques à travers le territoire, et ensuite d'autres avantages qui vont faciliter le fait que ces enfants ont accès en particulier à certains services. Ceci devrait être étendu, je le répète, à l'ensemble des enfants du système, parce qu'on ne va pas créer deux types d'écoles, une école PSUGO et une autre école. Donc voilà, maintenant pour terminer, un regard rapide sur l'alphabétisation, avec le programme qui est mis aujourd'hui, avec un appui particulier de la coopération cubaine, qui font qu'aujourd'hui on est à environ 255 000 alphabétisés. Demain matin, j'ai une grosse réunion avec l'équipe de ma collègue Rosanne Auguste pour faire le point sur où est-ce qu'on est aujourd'hui avec la coopération cubaine, sur les efforts qui doivent être faits pour qu'on arrive à faire les enquêtes de proximité sur le terrain, pour voir le reste de la population alphabétisable et comment on va y accéder. Ça vous montre un peu une répartition géographique d'où se trouvent ces personnes qui sont en train d'être alphabétisées au niveau des 10 départements. Je vous remercie et mes collègues resteront avec vous pour la série de questions. Je vous dois vous laisser. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons attendre quelques secondes que le ministre laisse le panel. Alors voilà les éléments qui seront mis dans le plan. Ce plan va se baser, en ce qui a trait à l'éducation, sur le PSUGO, le programme de scolarisation gratuit, pour que nous gagnions des petits mouns qui pourraient recevoir une formation, une éducation uniforme. Tout ça rentrer dans le cadre de bataille contre la pauvreté extrême. Bataille contre la pauvreté extrême, il gagne là-dedans tout, bail peuple à manger, il gagne là-dedans tout, nourrir la population,
bien que gagné un pile de travail qu'a fait au niveau de ministère de l'Agriculture, au niveau du secteur agricole là, pour que le pays soit capable de devenir autosuffisant. Mais en parallèle à ça, il y a un restaurant communautaire qui ont même commencé à faire travail là en amont, qui ont même commencé à aider dans la bataille contre l'extrême pauvreté pour capable aider la population dans Grand Bouan. Eh bien, c'est le ministère des Affaires sociales qui va présenter le plan d'action en dedans bataille ça. Ministère des Affaires sociales avec une présentation sur le restaurant communautaire et 4 solidarités. C'est M. Ricardi, je crois, c'est lui, c'est ça, qui va faire la présentation. Et présentation par là, à suivre de DG Ofatma, qui lui-même va le présenter, lui-même tout travail que le gagne, travail que lui fait en dedans plan d'action de réduction de la pauvreté extrême. M. Ricardi. Merci. Bonsoir à tout le monde. Et le ministère des Affaires sociales, avec une capacité installée de 276 restaurants communautaires pour le moment, installés effectivement dans des zones vulnérables, a en main un outil très puissant pour lutter contre l'insécurité alimentaire au quotidien, avec une capacité de production de 500 plats, comme vous le savez, par restaurant à un montant de 10 gourdes. Comme vous le voyez, nous avons fait un progrès colossal de mai 2013 à avril 2014 en passant de 18 restaurants communautaires à 276 présentement. Et la représentation géographique spatiale suivante vous permet de voir la répartition des restaurants à travers le pays. Et cette représentation et cette dispersion est faite en fonction des zones défavorisées à forte densité, ayant des poches de pauvreté, des zones marginales ou bien encore des zones ayant subi des catastrophes naturelles. Donc nous disons que c'est également un outil de réduction de la pauvreté extrême, en ce sens que ces restaurants permettent de réduire la pression financière chez les foyers en situation de pauvreté extrême. Comme l'homme pèse vient de le présenter, on caractérise un foyer à pauvreté extrême lorsque les gens gagnent 42 gouttes par jour et pauvreté 84 gouttes. Donc vous voyez l'effet, l'impact que cela peut avoir lorsque quelqu'un peut manger avec 10 gouttes. Donc une simple analyse nous permet de voir que sur le marché, un plat normalement se vend 65 gouttes pour un meilleur marché, le meilleur plat, disons le plat à meilleur marché. Donc, ça permet d'avoir une économie de 55 gouttes par jour, multiplié par 20 jours dans le mois, puisque les restaurants fonctionnent 20 jours sur 30 jours, qui nous fait une économie d'échelle de 1100 gouttes par bénéficiaire par mois. Donc, les 226 restaurants atteignent en couvrant 500 bénéficiaires, donc un total de 138 000 personnes. Donc, ça fait une injection quand même de richesse qui permet d'aller jusqu'à 151 millions de gouttes d'économie mensuelle que les gens pourront utiliser pour couvrir d'autres dépenses familiales. Donc, ces restaurants ne sont pas essentiellement la dispensation de plats chauds. En plus de fournir un plat chaud, eh bien, c'est un espace qui permet de faire la formation professionnelle, l'intégration des jeunes sur le marché du travail, en fait l'habilitation des jeunes qui va leur rendre plus autonomes afin de pouvoir prendre en charge leur futur. Et à chaque restaurant installé, il y a 8 employés, 8 jobs qui sont créés, 8 emplois sont créés. C'est également et surtout une vitrine de bonnes pratiques à encourager parce que ça stimule le développement national avec un focus sur la production nationale. Les fours qui sont utilisés pour les restaurants sont construits en Haïti. Donc là encore, stimulation du secteur de l'emploi et l'utilisation des produits locaux au niveau des différents restaurants, donc les produits de l'agriculture. Donc il y a également un souci d'emploi équitable pour les familles. On essaie d'avoir une balance d'hommes et de femmes à l'intérieur du staff qui est engagé au niveau de ces restaurants. Et très important, on utilise le gaz propane en lieu et place du charbon de bois. Donc c'est un bon message qui est lancé. De même qu'on n'utilise pas le styrofoam, comme vous savez, qui est très nocif pour l'environnement,
les gens viennent avec leurs propres ustensiles et au cas échéant, ils utilisaient avant l'ustensile en carton qui est biodégradable. Mais essentiellement, on leur demande de venir avec leurs propres ustensiles. Donc, au point de vue communautaire, c'est un projet qui a un impact certain parce que c'est une opportunité d'apprentissage de l'entreprise communautaire basée sur le développement d'idées qui peut permettre aux gens de réfléchir à autre chose, à comment est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble. Nous avons été témoins de la capacité d'organisation que ça crée au niveau local à chaque fois qu'il faut rencontrer, discuter avec les groupes locaux, les associations pour parvenir à l'installation d'un restaurant communautaire. Et ce sont des gens qui ont la capacité de devenir des agents multiplicateurs et peuvent faire passer des informations sur des leaders qui sont en train d'être créés au niveau de la communauté. Et surtout, l'espace des restaurants peuvent être utilisés par la communauté pour des rencontres et entre eux. Donc, et notre pari, c'est d'assurer la présence des services de planification familiale dans au moins 90% de nos institutions de santé. Parce qu'au fait, à date, il y a 35% de nos institutions qui n'offrent pas de services de planification familiale. Le résultat, c'est que nous avons de 38% de besoins insatisfaits en termes de planification familiale. Les résultats attendus, c'est qu'à la fin de cette campagne, qui va se dérouler sur une période de 6 mois, que les méthodes soient disponibles dans 90% de ces 34% d'institutions n'offrant pas de méthode au moment actuel, en application de l'arrêté présidentiel du 13 mai 2013 qui fait obligation à toutes les institutions de santé d'offrir des services de planification familiale. Naturellement, l'offre de ces services peut avoir plusieurs niveaux. Ça va de l'assistance conseil jusqu'à l'offre des méthodes. Nous voulons nous assurer que des services de PF sont accessibles dans au moins 4 points communautaires de chaque département, parce que si nous voulons arriver à nos résultats, il faut PF là quitter l'hôpital avec institution de santé pour arriver dans la communauté. C'est que nous puissions développer des brigades mobiles de planification familiale qui seront opérationnelles au niveau de chaque département sanitaire, et finalement que les services de PF soient organisés et fonctionnels au niveau des hôpitaux universitaires. Rapidement pour dire, le campagne a été lancé à Caille-Jacmel le 13 mai dernier et avec le démarrage des activités dans les 4 départements du Grand Sud, le Sud, le Sud-Est, les NIP et la Grand'Anse, et nous avons une deuxième phase de démarrage qui s'est faite à partir de cette semaine pour les autres départements. Les étapes qui ont été franchies jusque-là de la mise en œuvre de cette campagne, c'est que nous avons d'abord le cadre légal qui va orienter cette campagne, c'est-à-dire l'arrêté présidentiel du 13 mai. Et en termes de formation, nous avons 26 cadres départementaux, en particulier les infirmières responsables de programmes de santé de la reproduction, les pharmaciens départementaux qui ont été formés aux outils de gestion de la planification familiale. Nous nous sommes assurés que les nouveaux modules de planification familiale soient intégrés au curriculum des facultés de médecine, parce qu'il n'est pas normal que le médecin fraîchement diplômé n'ait pas eu une formation en planification familiale. Et pour nous assurer de la pérennité des interventions, nous nous sommes assurés que les prestataires soient formés sur les méthodes de longue durée et les méthodes permanentes. Car quand on regarde les résultats de EMUS 2012, nous voyons que pour la première fois, Haïti est arrivé à un taux de prévalence de planification familiale de 31%. Nous sommes toujours restés entre 20 et 25%. Mais à l'intérieur de ces 31% de prévalence, les méthodes de longue durée et permanentes ne représentaient que 1%. Donc, il faut absolument que nous allions vers ces méthodes pour améliorer les résultats. Troisième étape, c'est l'étape de sensibilisation. Les spots
pour la campagne sont en rotation dans les médias des 4 départements du Grand Sud et seront en rotation pour les autres départements à partir de la semaine prochaine. Des rencontres communautaires d'information et de sensibilisation sur les méthodes de PIF sont réalisées avec les élus locaux, car ce sont eux les premiers leaders communautaires qui sont susceptibles de faire passer le message vers la population. En termes d'offre des services, nous nous sommes assurés qu'à partir du mois de juillet, au niveau de chaque département, nous aurons au minimum 4 points communautaires d'offres de services de PF. Nous sommes assurés aussi que les différents départements sanitaires puissent préparer des listes de candidats volontaires pour les méthodes de longue durée permanente au niveau des différents départements. Nous avons mis sur place une unité centrale de formation et d'encadrement pour les méthodes de longue durée permanente au niveau de la direction de santé de la famille du ministère de la Santé. Et surtout, le levier sur lequel le ministère compte pour faire atterrir cette intervention, c'est l'utilisation des agents de santé communautaires polyvalents qui seront déployés, qui sont en train d'être déployés et sur le territoire national à raison d'un agent pour chaque 100 familles, et cet agent reçoit des outils d'information pour pouvoir communiquer et sensibiliser avec la population vers la recherche des méthodes de planification familiale. En termes de prochaines étapes de cette campagne, et c'est peut-être la raison de notre présence ici ce soir, c'est la mobilisation des autres secteurs autour des effets de cette campagne. On a toujours dit que l'école est trop importante pour qu'on la laisse à la responsabilité des professeurs uniquement. La planification familiale est trop importante pour quitter le sous-compte ministère de la Santé publique seulement. On a besoin de tous les secteurs pour qu'on puisse faire avancer cette thématique. C'est l'utilisation des messages de sensibilisation par voie électronique, parce que si nous voulons atteindre les jeunes, il faut que nous utilisions leurs propres médias. Et finalement, arriver à la mobilisation des ressources budgétaires nécessaires à l'aboutissement des objectifs de cette campagne. Rejoignez-nous pour un plein succès de cette campagne. Il y a encore beaucoup de place sur la barque. Merci. De participer à ce panel. Et pour moi, c'est un honneur cet après-midi de pouvoir partager avec vous les chiffres qui témoignent des avancées de la lutte contre le choléra. Mais tout d'abord, souffrir, je vous dis que le ministère de la Santé publique, pourquoi pas le pays, est en train de gagner un pari, celui d'éliminer le choléra en Haïti. En effet, les chiffres que je vais vous présenter parlent d'eux-mêmes. Comme vous le savez, le choléra est entré en Haïti en octobre 2010 et plus précisément, le ministre d'alors avait informé la population le 21 octobre qu'on était frappé, que le pays était frappé par l'épidémie le plus catastrophique. Le ministère avait peur, je dirais même le pays, parce qu'on ne savait pas quoi faire. Mais heureusement, depuis lors, on s'est repris, et vous allez le constater vous-même. Comme je le disais tantôt, nous avons fait du chemin qui témoigne de succès. Tout au début, il a fallu définir les objectifs qui sont encore valables aujourd'hui, celle d'éliminer le choléra en Haïti d'ici 2022. Il a fallu également définir les stratégies
Pour cela, il faut fixer des objectifs. Je vais vous citer 5 parmi ces objectifs. C'était de renforcer les systèmes de santé publics pour accroître l'accès aux services. Parce qu'on s'était rendu compte la faiblesse du système. Les gens n'avaient pas accès aux institutions de santé. À côté de cette peur que je viens de citer, pas accès aux services de santé, peur ne venait pas au centre de santé. Et je dirais également le manque d'institutions de santé à ce moment-là. On avait une surveillance épidémiologique bancale, on ne surveillait pas tout. Il a fallu renforcer la surveillance épidémiologique. Garantir l'éducation de la population en matière d'hygiène domestique. Accroître l'accès à l'eau potable à au moins 85% de la population. Et garantir l'investigation des familles. Ce sont là des objectifs que nous avons fixés, pour lesquels nous avons défini des stratégies qui nous ont permis d'avoir ces chiffres. Actuellement, quelle est la situation du choléra? Parlons de compilation. En ce moment où je vous parle, les derniers chiffres rapportent qu'on a vu 701 968 cas. On a hospitalisé 339 000 et nous avons eu 8 555 décès, malheureusement. La létalité, actuellement, est à 0,86%. Alors en octobre, elle était à 3,5, environ de 3,5. Le taux d'attaque est maintenant autour de 4%. Ces chiffres-là qui sont sur le tableau, comme je l'avais dit, témoignent de l'avancée. Si nous faisons une comparaison rapide de ces 4 dernières années, en octobre 2010, pour seulement 3 mois, octobre, novembre, décembre, nous avons recensé un total de 185 351. J'ai bien dit nous avons recensé, puisque au moins, je dirais, 5% des personnes tombées malades ne venaient pas aux institutions. Parce que tout au début, elles ne croyaient pas. C'était une maladie naturelle. Pour cette même période, nous avons hospitalisé 103 728. Pour ces 4 mois, nous avons eu un total, pour ces 3 mois, un total de 4 101 décès. La létalité hospitalière, c'est-à-dire les personnes qui mouraient à l'hôpital, était de 2,4%. Et la létalité globale sur tout le pays était à 1,8%. Il y a les chiffres de 2012, de 2011, de 2012, de 2013. Mais revenons jusqu'en bas à 2014, qui va vous permettre de voir, comme je le disais, les avancées. Actuellement, à la 17e semaine, 18e semaine, parce que nous sommes à la 19e maintenant, pour les 5 mois de l'année, nous avons enregistré 4 372 cas. Alors pour les 3 premiers mois, en 2010, on était à 185 000 personnes infectées. Malheureusement, on a encore des décès. Pour cette même période que je viens de citer, on a 33 décès, alors qu'en 2010, on avait eu 4101 décès. Le taux de létalité qui était à 3,5, maintenant est à 0,87%. Et le taux d'attaque, 0,4%. Vous comprenez, comme je le disais à les avancées, ce qu'on a pu réaliser pendant ces 4 dernières années. Qu'est-ce qui nous a permis, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que le ministère a fait pour arriver là aujourd'hui? Grâce aux partenaires, grâce à vous, grâce à la population haïtienne, qui ont bien compris l'importance de cette maladie. Nous avons élaboré des documents
tel le plan national de lutte contre le choléra 2012-2022. Nous nous sommes dit, on peut éliminer le choléra d'ici 2022. Peut-être vous avez compris qu'on a fait du chemin. Il a fallu former et recycler nos prestataires. Je l'avais dit tout à l'heure, on avait peur parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Tout le monde fuyait. On a renforcé nos institutions et on continue encore à les renforcer. On a changé de stratégie. Maintenant, dans certains endroits, vous n'allez pas vous trouver des CTC, qui sont des centres de traitement, sous une tente où on prenait en charge des personnes malades. Parce qu'actuellement, on est à l'heure, le ministère parle d'intégration du choléra dans les structures de santé. Parce que le choléra est avant tout une diarrhée. Diarrhée qui est l'une des 10 causes de la mortalité en Haïti. On n'avait jamais eu peur de la diarrhée. Pourquoi avoir peur de choléra? Parce que ce n'est pas le choléra que nous le disons, c'est surtout la déshydratation entraînée par la diarrhée. Nous avons aussi renforcé nos institutions. Nous nous sommes dit, et nous le disons encore aujourd'hui, nous ne pouvons pas empêcher une personne d'avoir le choléra. Comment? Parce que nous disons à qui veut l'entendre ce qu'il faut faire pour ne pas attraper le choléra. Qu'est une maladie des mains sales, comme décrit dans la littérature? C'est vous qui allez vous contaminer en apportant le bactérie dans vos bouches. Donc, si vous prenez le temps de vous laver les mains, de suivre les principes d'hygiène, vous n'allez pas avoir le choléra. Et je dis toujours, moi que je suis le coordonnateur national de lutte contre le choléra, je suis à l'intérieur de tous les CTC, de tous les points de traitement. Parce qu'il faut rentrer pour voir. Des fois, on ne peut pas refuser la main à une personne malade qui vous tient la main en vous disant, docteur, vous voyez mon état. Nous avons, comme je l'ai dit, renforcé nos institutions avec du personnel en aménageant des espaces pour les prendre en charge. Je n'avais pas terminé l'affaire tout à l'heure en disant qu'on ne peut pas empêcher les personnes d'avoir le choléra. Mais si nous mettons en place des structures, comme nous l'avons fait, continuer à le faire, pour prendre en charge les personnes malades, s'ils nous écoutent et venir au centre de santé, nous pouvons les empêcher de mourir. Parce que le personnel est là, le matériel est là, la volonté, je dirais, la volonté politique est là. Donc vous voyez, nous avons construit 25 unités de prise en charge de maladies diarrhéiques aiguës. Nous allons cesser de parler de choléra parce qu'il faut déverticaliser. Comme je le dis, c'est une diarrhée. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons élaboré des plans, nous avons affecté de la logistique, beaucoup d'ambulances, et à côté du centre ambulancier qui nous aide beaucoup en allant chercher les malades, les amener au centre de santé. Nous avons, je le dis, prépositionné des intrants dans tous les départements, avec le support de nos partenaires et le Trésor public. Nous avons pu mettre certaines quantités d'intrants dans les institutions. Il y a aussi la gouvernance. Il faut encadrer les départements. Pour cela, il y a toute une équipe qui encadre les départements. Et faisant des visites domiciliaires. Qu'est-ce que nous avons eu comme résultat? Diminution de l'incidence. Parce qu'en 2010, pour seulement 3 mois, on a eu 185 371 personnes infectées, alors qu'en 2004, 7 mois, on a 4 312. Ainsi, on a contribué à diminuer la létalité. Avant de vous dire merci de m'écouter, laissez-moi vous dire. Le choléra est toujours là. Ça tue toujours, malheureusement. Mais il ne faut pas minimiser l'impact socio-économique pour la famille haïtienne et la population en particulier. Merci. Des actions que FAIES, le Fonds d'assistance économico-sociale, compte entreprendre dans ce plan
d'actions de réduction de la pauvreté extrême. Et pour nous parler des actions de FAIES et plus précisément des différents programmes que FAIES gère en ce moment, je parle en gros du programme Aider Peuple et de ses sous-programmes qui sont Corée étudiant, Maman Chérie, Corée Moun Handicapé et autres, pour nous parler de ces programmes qui devront être adaptés au plan et surtout ces programmes vont sûrement être renforcés par le FAIES. C'est M. Justima Emmanuel du Fonds d'assistance d'aide économique et sociale. C'est lui qui va nous en parler. Bien, merci. Bonsoir. Vous savez que le FAIES est un organisme d'État autonome qui œuvre sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances et qui met en œuvre, sous la demande de divers ministères sectoriels responsables de projets, à peu près 7 programmes d'AIDPEP dépensant plusieurs milliards de gourdes pour impacter et commencer à faire infléchir la pauvreté chez nous. D'abord, Maman Chérie, qui est un programme d'insertion sociale opérant sous la tutelle de la ministre Marie-Carmel Ouzan-Auguste, un programme de cash transfert conditionnel à l'éducation des enfants de la première à la 6e année fondamentale. Les mères sont enrôlées pour une durée à peu près de 12 mois et touchent à peu près de 400 à 600 jusqu'à 800 gourdes par mois, selon qu'elles ont 1 ou 2 ou 3 enfants inscrits à l'école. Ce programme a été lancé en mai 2012 et compte à peu près 746 écoles dans le programme présentement, plus de 127 000 mères bénéficiaires, un programme présent dans les 10 départements, dans 100 communes, un programme qui a déjà mobilisé plus de 700 millions de gourdes par an. Second programme, Corée étudiant, c'est un programme également de cash transfert de 2000 gourdes par mois durant 9 mois, fait aux étudiants. Un programme qui œuvre sous la tutelle du ministère de l'Éducation. Un programme qui offre cette année 2 choix entre un laptop plus 2000 gourdes ou 18 000 gourdes de subvention. Un programme qui offre aussi un accès à une carte de débit pour pouvoir accéder à sa subvention. Un programme qui, pour la première année, avait recensé plus de 27 000 bénéficiaires dans 8 départements du pays, à peu près 25 institutions publiques universitaires concernées, qui a mobilisé durant la première année plus de 500 millions de gourdes. Pour la deuxième année, cette année, nous avons déjà recensé plus de 26 220 inscrits dans 9 départements, dans 33 institutions publiques universitaires et 12 294 étudiants ont déjà reçu le premier paiement. Pour le programme Corée Moun Handicapé, un autre programme d'insertion sociale, œuvrant sous la tutelle du ministère des Affaires sociales, programme de cash transfert mensuel au profit des personnes vivant avec un handicap physique. C'est un programme qui verse 800 gourdes par mois chaque 2 mois, durant une période de 12 mois, aux handicapés bénéficiaires. À date, 1785 bénéficiaires dans 9 départements, dans 62 communes du pays. On a déjà dépensé à ce niveau 8,5 millions de gourdes. Un autre volet, un autre programme d'AIDPEP, le bon d'urgence, le bon de solidarité. C'est un programme qui est
le plus souvent de fois, on accède à ce bond d'urgence lorsqu'il y a des chocs ou lorsqu'il y a une urgence demandant une réponse rapide aux pertes engendrées au niveau de la population vulnérable. Donc c'est un programme de cash transfert de 1000 gourdes une fois. C'est un programme qui a été lancé au passage du cyclone Sandy en octobre 2012. On a déjà distribué près de 250 000 bons de solidarité de 1000 gourdes, donc un total distribué de près de 250 millions de gourdes. Un autre programme extrêmement important, le programme de panier solidarité, qui apporte une réponse ponctuelle aux problèmes de la faim ou d'alerte de famine ou de pré-famine qui touche la population. Il s'agit d'un kit alimentaire d'une valeur de 504 gourdes distribuées. Ce programme, également lancé en octobre 2012, a déjà distribué plus de 1,5 million de kits dans les 10 départements pour un total de plus de 800 millions de gourdes investies. Pour mettre ceci en contexte, 58,7% de la population est dans le taux national de pauvreté qu'on a calculé. 24% sont dans le seuil d'extrême pauvreté. 24% représentent à peu près 2,4 millions de gens. Et nous autres, jusqu'à présent, nous avons touché 1,5 million de gens avec 1,5 million de kits distribués. Donc ceci met pour vous en relief là où nous sommes et le chemin qu'il reste à parcourir. Au niveau de cantines mobiles, programme d'urgence de distribution de plats chauds dans les quartiers ou dans les communautés précaires. Un autre programme lancé en octobre 2012. Il y a 12 cantines mobiles qui fonctionnent à travers le pays d'une capacité de 4000 plats par jour. On dispose d'une cantine par département jusque-là et nous avions déjà distribué plus de 1,5 million de plats chauds pour un total de plus de 100 millions de gourdes. Le programme Corée Paysan, c'est une initiative économique. C'est un programme qui opère sous la tutelle de la ministre Mimose Félix, un programme de soutien aux paysans en zone rurale, un programme de distribution de kits de semences, de distribution d'outils, de kits de pêche pour doter les paysans de meilleurs moyens de production pour augmenter leur capacité de production. Ce programme lancé à la fin de l'année 2012 a déjà distribué plus de 96 710 kits, dont 81 000 kits de semences, 2 200 kits de pêche, 1 700 kits d'outils dans 10 départements pour plus de 175 millions de gourdes investies. Donc en résumé, 7 projets pour plusieurs milliards de gourdes qui font des bénéficiaires tout au niveau des 10 départements. Dans le sud-est, plus de 209 000 bénéficiaires à date. Dans le sud, plus de 295 000 bénéficiaires à date. Dans l'ouest, plus de 1,7 million de gens à date. Dans le nord, plus de 129 000. Nord-est, 125 000. Alors dans le nord, 369 000. Nord-est, 129 000. Nord-ouest, 125 000. Au NIP, 68 000. Dans la Grande-Anse, 139 000. Dans le département du Centre, 171 000. Dans l'Artibonite, plus de 283 000. Donc voici en gros le nombre de bénéficiaires, le nombre de gens qui sont touchés par le programme EDPEP conduit par FAES et la répartition budgétaire aussi par département est claire sur l'impact du programme. 6% de ce budget va à l'Artibonite, au Centre 11%, la Grande-Anse 33%, les NIP 7%, le Nord 3%, le Nord-Ouest 3%, le Nord-Est 11%,
l'ouest 5%, le sud 5% et le sud-est 16%. Merci de votre attention.